Dans l'imaginaire collectif français, certains couples semblent appartenir à une catégorie à part. Ils incarnent une réussite totale, presque abstraite, où la carrière, la reconnaissance sociale et la stabilité personnelle semblent s'aligner avec une précision mathématique. Le couple formé par Anne-Sophie Lapix et Arthur Sadoun fait partie de ces unions que l'on observe à distance, comme on contemple une vitrine parfaitement éclairée. Rien ne dépasse, rien ne déborde, tout semble maîtrisé. Elle était l'un des visages les plus puissants de l'information télévisée française. Chaque soir, des millions de téléspectateurs la regardent incarner la rigueur journalistique, la neutralité, l'exigence, parfois la fermeté. Lui est l'un des hommes les plus influents du monde de la communication et de la publicité, à la tête d'un empire mondial, habitué aux décisions lourdes de conséquences, aux stratégies globales, aux rapports de force silencieux. Ensemble, ils forment ce que beaucoup décrivent comme un couple de pouvoir, une alliance presque institutionnelle entre information et influence. Pourtant, derrière cette image lisse, derrière cette façade impeccable, se cache une réalité bien plus complexe. Car l'image parfaite, lorsqu'elle devient un rôle permanent, peut se transformer en prison. Anne-Sophie Lapix n'est pas seulement une journaliste, elle est devenue, au fil des années, une institution médiatique. Son parcours, construit avec patience et discipline, l'a menée au sommet de la hiérarchie journalistique dans un univers longtemps dominé par des figures masculines. Cette ascension, elle l'a payée au prix d'une exigence constante, sur son travail, sur son image, sur sa parole. À l'écran, rien n'est laissé au hasard, le ton est mesuré, les émotions sont contenues. Le sourire est rare, presque stratégique. La posture est droite, le regard ferme. Anne-Sophie Lapix incarne une forme de journalisme où l'ego disparaît derrière la fonction. Cette maîtrise absolue est devenue sa signature, mais elle est aussi peut-être le début d'un enfermement. Dans un monde où chaque geste est observé, analysé, commenté, la frontière entre la personne publique et la femme privée devient dangereusement poreuse. Pour une journaliste de ce niveau, l'erreur n'est pas permise, la fragilité encore moins. Montrer une fissure, c'est risquer d'être discrédité. Exprimer un doute, c'est donner prise à la critique. La retenue devient alors une seconde nature, presque une armure. Face à elle, Arthur Sadoun évolue dans un univers différent mais tout aussi impitoyable. Celui des conseils d'administration, des stratégies internationales, des décisions qui se chiffrent en milliards. Le monde de la communication globale n'est pas un espace de douceur. Il repose sur l'influence, la compétition, la pression permanente des résultats. À ce niveau de responsabilité, le temps n'appartient plus à l'individu. Il est absorbé par les agendas, les déplacements, les réunions interminables, les crises à gérer. La réussite se mesure en performance, rarement en équilibre personnel. Le pouvoir, ici, ne s'exprime pas par des déclarations publiques, mais par des silences, des arbitrages, des choix stratégiques. Dans ce contexte, le couple devient une zone de tension invisible. Deux carrières exigeantes, deux univers dominés par le contrôle, deux personnalités contraintes à l'excellence permanente. L'harmonie affichée repose alors sur un équilibre fragile, souvent maintenu au prix de concessions silencieuses. Les médias aiment les récits simples. Ils adorent les couples qui rassurent. Anne-Sophie Lapix et Arthur Sadoun ont longtemps incarné ce fantasme collectif, celui d'un amour mature, solide, à l'abri des scandales, pas de polémiques, pas d'expositions excessives, pas de déclarations tapageuses, une discrétion presque exemplaire. Mais cette discrétion, loin d'être anodine, est une stratégie. Dans les cercles de pouvoir, l'intime est souvent protégé non par pudeur, mais par nécessité. Exposer sa vie privée, c'est offrir des failles à un système qui ne pardonne pas la faiblesse. Ainsi, le silence devient un langage, une manière de dire sans jamais prononcer, une manière de préserver l'image, parfois au détriment de la vérité intérieure. Le couple parfait n'existe que parce qu'il est soigneusement entretenu, calibré, maintenu dans une zone de neutralité émotionnelle acceptable. À force de représenter une forme de réussite idéale, le couple finit par ne plus s'appartenir totalement. Il devient un symbole, une projection collective. Les attentes se multiplient, les regards se durcissent. La moindre variation est scrutée, interprétée. Pour Anne-Sophie Lapix, cette pression est décuplée. En tant que femme, en tant que journaliste, en tant que figure d'autorité, elle porte une triple exigence. Être compétente, être irréprochable, être stable. La vie personnelle n'est plus un refuge, mais un prolongement de la performance publique. Dans ce contexte, reconnaître une difficulté intime devient presque impossible. Comment admettre une fragilité quand on incarne la solidité? Comment parler de doute quand on est perçu comme un repère? Le silence s'impose alors comme une évidence, même lorsqu'il devient douloureux. C'est ici que naît la première fissure. Non pas un scandale, non pas une rupture visible, mais un décalage progressif entre l'image projetée et la réalité vécue. L'enfer dont il est question n'est pas spectaculaire. Il est feutré, silencieux, insidieux. Il se construit dans l'accumulation des non-dits,
des absences émotionnelles, des renoncements discrets. Le couple continue d'exister aux yeux du monde, les apparitions publiques les sont maîtrisées, le discours reste neutre, mais derrière cette façade, une autre histoire commence à se dessiner. Une histoire faite de solitude partagée, de pressions incompatibles, de rôles qui étouffent ceux qui les endossent trop longtemps. À mesure que l'image publique se consolide, la réalité intime, elle, se complexifie. Les couples de pouvoir ne s'effondrent pas dans le fracas. Ils s'usent lentement, dans un silence presque clinique, imperceptible pour ceux qui regardent de l'extérieur. Le mariage entre Anne-Sophie Lapix et Arthur Sadoun s'inscrit précisément dans cette mécanique invisible, celle d'une relation soumise à une pression constante, diffuse, rarement verbalisée. Dans les mariages ordinaires, le temps est déjà un enjeu délicat. Dans les couples de pouvoir, il devient une ressource presque inexistante. Les journées sont dictées par des contraintes extérieures, des impératifs professionnels qui ne laissent que peu de place à l'improvisation ou à la spontanéité. Anne-Sophie Lapix vit au rythme de l'actualité. L'information n'attend pas. Elle impose son tempo, ses urgences, ses crises. Chaque journée est une préparation au direct, chaque soir une exposition maximale. La pression ne s'arrête jamais réellement, même après l'extinction des projecteurs. L'esprit reste en alerte, toujours prêt à analyser, vérifier, anticiper. Arthur Sadoun, de son côté, évolue dans un univers où les fuseaux horaires se superposent, où les décisions prises à Paris résonnent à New York, Londres ou Shanghai. Les responsabilités ne connaissent pas de pause, le téléphone sonne tard, très tôt, parfois sans interruption, le travail s'infiltre partout, y compris dans les moments supposés privés. Lorsque deux vies aussi exigeantes se croisent, le couple devient un espace résiduel. On s'y retrouve entre deux obligations, entre deux urgences. Non par manque d'amour, mais par manque de disponibilité émotionnelle. L'un des paradoxes les plus cruels des couples de pouvoir est celui de la solitude partagée. Être ensemble sans réellement se retrouver. Dormir sous le même toit tout en évoluant dans des mondes mentaux distincts. Cette solitude n'est pas toujours consciente. Elle s'installe progressivement, presque imperceptiblement. Dans ce type de relation, chacun porte un poids immense, mais hésite à le déposer sur les épaules de l'autre. Par pudeur, par protection, par crainte d'ajouter une charge supplémentaire à un partenaire déjà surmené. Le silence devient alors une forme de politesse émotionnelle. On ne parle pas de fatigue pour ne pas inquiéter. On ne parle pas de doute pour ne pas fragiliser. On ne parle pas de lassitude pour ne pas rompre l'équilibre apparent. À force de taire l'essentiel, le dialogue se transforme en logistique. Agenda, déplacement, obligation. L'intime se raréfie. Dans l'imaginaire collectif, la réussite sociale protège des tensions domestiques. La réalité, c'est bien différente. La charge mentale, souvent associée aux foyers ordinaires, existe aussi, parfois de manière plus sourde, dans les couples d'élite. Pour une femme comme Anne-Sophie Lapix, cette charge est double, elle ne se limite pas à la sphère privée. Elle englobe aussi la responsabilité de représenter une institution, d'incarner une crédibilité, de maintenir une image irréprochable. À cela s'ajoutent les attentes implicites liées au rôle conjugal. Soutenir, comprendre, s'adapter. Dans ces configurations, l'égalité apparente peut masquer des déséquilibres subtils. Non pas imposés, mais intériorisés. Le besoin de préserver la stabilité du couple pousse parfois à l'auto-effacement, à la retenue émotionnelle, à la gestion silencieuse des tensions. Plus le statut est élevé, plus l'intimité se rétrécit. Les cercles sociaux se referment. Les confidences deviennent rares, les amitiés se filtrent. Tout est potentiellement interprétable, instrumentalisable, exposable. Dans ce contexte, le couple devient souvent le dernier refuge. Mais lorsqu'il est lui-même soumis aux mêmes logiques de contrôle et de performance, il perd sa fonction protectrice. L'espace conjugal cesse d'être un lieu de relâchement pour devenir une extension du monde extérieur, avec ses règles implicites et ses silences stratégiques. Les conflits, lorsqu'ils existent, ne s'expriment pas par des éclats de voix. Ils prennent la forme de distances émotionnelles, de non-dits accumulés, de décisions prises séparément. Le danger n'est pas la dispute, mais l'indifférence progressive. Autour de ces couples gravitent des proches, des collaborateurs, des amis de longue date. Tous perçoivent des signaux faibles, des absences prolongées, des changements d'attitude, des silences inhabituels. Mais personne ne parle. Par loyauté, par respect, par prudence. Dans les sphères de pouvoir, la discrétion est une valeur cardinale. Les difficultés conjugales ne se partagent pas. Elles se gèrent en interne, parfois au prix d'un isolement accru. Demander de l'aide peut être perçu comme un aveu de faiblesse, incompatible avec les rôles publics occupés. Ainsi, même entourés, Anne-Sophie Lapix et Arthur Sadoun évoluent dans un espace émotionnel de plus en plus restreint. Le cercle de confiance se réduit, la parole se raréfie, et avec elle, la possibilité de désamorcer les tensions avant qu'elles ne s'installent durablement. La réussite ne protège pas des fragilités conjugales, elle peut même les accentuer.
Plus les responsabilités augmentent, plus le coût émotionnel devient élevé. Plus l'image publique est solide, plus la réalité privée est contrainte. L'enfer évoqué dans le titre n'est pas celui du scandale ou de la violence visible. Il est celui d'une lente érosion, d'un éloignement progressif, d'une fatigue morale qui s'installe sans bruit, un enfer feutré, sans témoin, sans cri, mais non moins réel. À ce stade du récit, rien n'est encore brisé. Le couple tient, il fonctionne, il remplit ses obligations, mais il le fait au prix d'un effort constant, presque mécanique. Et c'est précisément dans cet effort permanent que se loge le danger. Car lorsqu'un mariage devient une performance à maintenir, il cesse peu à peu d'être un lieu de refuge. Il existe des enfers qui ne laissent aucune trace visible. Pas de cris, pas de scandale, pas de rupture spectaculaire, des enfers feutrés, presque invisibles, que l'on traverse en continuant à sourire, à travailler, à remplir ses obligations. C'est de cet enfer-là qu'il est aux questions lorsqu'on évoque la souffrance silencieuse d'Anne-Sophie Lapix, dans le cadre d'un mariage soumis à une pression constante, durable, presque institutionnelle, avec Arthur Sadoun. Dans les sphères de pouvoir, la douleur ne s'exprime pas. Elle se gère, elle se discipline, elle se tait. Contrairement aux récits médiatiques habituels, la souffrance vécue dans les couples d'élite n'a rien de spectaculaire. Elle ne se manifeste pas par des conflits ouverts ou des révélations fracassantes. Elle s'installe lentement dans les interstices du quotidien. Elle se nourrit de fatigue, de solitude, d'incompréhension jamais formulée. Pour une femme exposée quotidiennement à l'opinion publique, la souffrance intime devient un territoire interdit. Anne-Sophie Lapix n'a pas le luxe de la plainte. Sa parole est scrutée, interprétée, disséquée. Chaque mot peut être retourné contre elle. Alors elle se tait, non par faiblesse, mais par lucidité. Ce silence n'est pas une absence de douleur, c'est une stratégie de survie. Être journaliste de premier plan implique une maîtrise absolue de ses émotions. À l'antenne, l'affect est perçu comme une menace pour la crédibilité. La neutralité n'est pas seulement une posture professionnelle, elle devient une identité. À force de contenir, de filtrer, de neutraliser, cette retenue déborde sur la sphère privée. Quand l'émotion ne trouve plus d'espace pour s'exprimer, elle se transforme. Elle devient fatigue chronique, irritabilité contenue, sentiment d'isolement, mais rien de tout cela n'apparaît à l'écran. La performance continue. Ce phénomène est bien connu des psychologues du travail. Plus un individu est soumis à des exigences élevées de contrôle émotionnel, plus le risque d'épuisement intérieur augmente. Dans le cas d'Anne-Sophie Lapix, ce contrôle est permanent, professionnel, social, conjugal. Dans les médias, la souffrance ne devient réelle que lorsqu'elle est visible. Or, chez les figures de pouvoir, elle se manifeste par des signaux infimes. Une posture légèrement plus rigide, un regard plus distant, une parole plus mesurée encore, rien de suffisamment tangible pour faire la une. Tout juste assez pour alimenter parfois des interrogations silencieuses. Ces micro-signaux sont souvent perçus par les plus attentifs, mais rarement nommés. Car les nommer serait déjà transgresser une règle implicite, celle du respect de l'intimité des puissants. Une intimité paradoxale, protégée précisément parce qu'elle est fragile. Ainsi, l'enfer se traverse sous le regard de tous, mais sans jamais être reconnu. Lorsque la souffrance concerne une femme occupant une position d'autorité, elle est encore plus difficile à exprimer. La société tolère mal la vulnérabilité chez celle qui incarne la solidité. Une femme forte n'est pas censée flancher. Une femme influente n'est pas censée douter. Dans ce contexte, reconnaître une douleur conjugale serait perçu comme un aveu d'échec personnel, voire professionnel. La frontière entre la femme et la fonction est trop mince. Tout se confond, tout se mélange, la souffrance devient alors intérieure, presque clandestine. Elle n'est partagée ni avec les collègues, ni avec le public, parfois même pas avec le conjoint. Elle s'accumule, se densifie, jusqu'à devenir ce que certains décrivent, rétrospectivement, comme un enfer psychologique. Il est essentiel de le souligner, l'enfer évoqué ici n'a pas de bourreau identifiable. Il ne s'agit pas de désigner un coupable, mais de comprendre un système. Un système où deux individus, chacun pris dans une logique de performance extrême, finissent par se heurter sans jamais s'affronter. Arthur Sadoun, lui aussi, évolue sous une pression constante. Le pouvoir ne protège pas de la fatigue morale, il l'accentue parfois. Mais dans ces configurations, chacun souffre séparément sans parvenir à créer un espace de partage véritable. L'enfer, dans ce cas précis, n'est pas le conflit. C'est l'absence de confrontation. L'impossibilité de dire « je vais mal », à force de se taire, le silence s'installe comme une habitude. Il devient confortable, presque rassurant. Parler serait risqué. Parler pourrait tout faire basculer. Alors on continue, on avance. On tient. Mais ce silence a un coût. Il isole, il coupe, il transforme la relation en coexistence maîtrisée plutôt qu'en espace de soutien. Le mariage continue d'exister, mais il perd sa fonction essentielle, être un refuge. C'est souvent après coup, lorsque la distance est prise, que certains osent mettre des mots sur ce qu'ils ont traversé. Et ces mots sont alors lourds, définitifs. J'ai traversé l'enfer.
La souffrance silencieuse est le moment le plus dangereux dans un mariage de pouvoir. Celui où tout semble encore fonctionner, alors que l'essentiel est déjà fragilisé. Celui où l'image reste intacte, tandis que l'intérieur s'érode. C'est à partir de cette zone grise que les trajectoires divergent, soit vers une reconstruction, soit vers une rupture inévitable. Dans les récits contemporains sur les couples de pouvoir, une idée persiste. La réussite protégerait l'amour. Plus les ressources sont abondantes, plus les relations seraient solides, équilibrées, à l'abri des tempêtes ordinaires. Cette croyance est profondément ancrée, mais elle est largement démentie par la réalité. Car le pouvoir, loin d'être un ciment, agit souvent comme un révélateur brutal des fragilités. Le mariage entre Anne-Sophie Lapix et Arthur Sadoun s'inscrit dans cette zone de tension où l'amour ne disparaît pas, mais se retrouve progressivement écrasé par des logiques qui le dépassent. Le pouvoir n'est jamais neutre. Il façonne les comportements, les priorités, les perceptions. Il impose une vision du monde où l'efficacité prime, où le doute est un luxe, où la faiblesse est un risque stratégique. Lorsqu'il entre dans la sphère intime, il ne le fait pas brutalement, mais par capillarité. Dans les couples où les deux partenaires occupent des positions élevées, le rapport de force n'est pas toujours explicite. Il est souvent intériorisé. Chacun apprend à fonctionner selon des codes précis. Maîtrise de soi, gestion du temps, hiérarchisation constante des urgences. L'amour doit s'adapter à ces contraintes, parfois jusqu'à s'y dissoudre. Ce n'est pas le pouvoir en lui-même qui détruit. C'est son omniprésence, son incapacité à s'arrêter aux portes du privé. L'une des grandes contradictions des couples de pouvoir réside dans la coexistence de deux logiques opposées. D'un côté, l'amour qui suppose disponibilité, vulnérabilité, lenteur parfois. De l'autre, la performance qui exige contrôle, rapidité, efficacité. Dans les trajectoires comme celle d'Anne-Sophie Lapix et d'Arthur Sadoun, la performance n'est pas un choix ponctuel. Elle est une condition permanente de survie professionnelle. L'échec n'est pas toléré, le relâchement est suspect, la fatigue est dissimulée. Dans ce contexte, l'amour devient un espace sous contrainte. Il doit être compatible avec l'agenda, avec l'image, avec les attentes extérieures. Il ne peut plus être désordonné, imprévisible, excessif. Il se discipline. Et parfois, il s'appauvrit. Contrairement aux idées reçues, les couples d'élite ne sont pas nécessairement égalitaires, même lorsque les deux partenaires réussissent brillamment. Les déséquilibres ne se mesuraient pas uniquement en revenus ou en notoriété. Ils s'expriment aussi dans la charge émotionnelle, dans la capacité à s'adapter, dans le poids des concessions silencieuses. Dans les couples où chacun porte une image publique forte, celui qui accepte de se taire davantage, de lisser les tensions, de préserver la façade, finit souvent par s'effacer intérieurement. Non par soumission, mais par souci de stabilité. Ce type de déséquilibre est d'autant plus difficile à identifier qu'il n'est jamais revendiqué. Il se construit dans les détails, dans les choix quotidiens, dans ce qui n'est jamais dit. À cette pression interne s'ajoute celle du regard extérieur. Les couples de pouvoir sont observés, fantasmés, commentés. Ils deviennent des modèles malgré eux. Leur stabilité est scrutée comme une preuve de réussite globale. Leur moindre fragilité est interprétée comme un échec. Cette exposition constante rend toute crise plus complexe à gérer. Reconnaître une difficulté, c'est risquer de décevoir, de perdre en crédibilité, de nourrir des récits incontrôlables. Alors on tient, on serre les dents, on maintient l'image, mais cette stratégie a un coût. Car plus la façade est solide, plus la réalité intérieure doit être contenue. Et plus elle est contenue, plus elle risque d'exploser ou de s'éteindre. Certains couples de pouvoir parviennent à durer. Ils trouvent des espaces de respiration, des zones protégées où l'intime reprend ses droits. D'autres, au contraire, s'érodent lentement, sans rupture franche, jusqu'à atteindre un point de non-retour. La différence ne tient pas à l'amour initial, mais à la capacité à désactiver temporairement les logiques de pouvoir, à accepter de ne pas être performant à deux, à créer un espace où la vulnérabilité était non seulement autorisée mais valorisée. Lorsque cette désactivation est impossible, le couple devient une structure rigide, fonctionnelle, respectable, mais émotionnellement vide. Chez les élites, l'échec sentimental est souvent vécu comme une menace identitaire. Il remet en cause l'image de maîtrise globale. Il fragilise le récit personnel de réussite. Cette peur pousse parfois à prolonger des situations devenues insatisfaisantes par crainte des conséquences symboliques. Dans ce contexte, la rupture n'est pas toujours vécue comme un échec amoureux, mais comme un effondrement narratif. Et tant que cette perspective est trop coûteuse, le couple continue, même au prix d'un mal-être croissant. L'histoire d'Anne-Sophie Lapix et d'Arthur Sadoun devient alors exemplaire, non pas parce qu'elle serait exceptionnelle, mais parce qu'elle révèle une vérité plus large. La réussite sociale n'immunise pas contre l'échec émotionnel. Lorsque l'on traverse un enfer silencieux, le plus difficile n'est pas d'en sortir. C'est de réapprendre à exister autrement, sans le bruit de la douleur, mais aussi sans les repères qui l'ont longtemps contenu.
Dans les couples de pouvoir, la reconstruction ne passe pas par des aveux publics, ni par des récits spectaculaires. Elle s'opère dans la discrétion, parfois dans la solitude, souvent dans le renoncement à certaines illusions. Pour Anne-Sophie Lapix, comme pour Arthur Sadoun, le après ne se résume pas à un état civil ou à une décision nette. Il s'agit d'un processus lent, intime, presque invisible, qui consiste à se redéfinir hors de la logique de performance conjugale. Contrairement aux récits médiatiques habituels, la sortie de l'enfer n'est pas toujours marquée par une rupture franche. Elle peut être progressive, presque imperceptible. Il n'y a pas nécessairement de moment clé, de phrase définitive, de point de non-retour clairement identifiable. Il y a plutôt une fatigue accumulée, un seuil intérieur atteint, une évidence qui s'impose sans éclat. Dans ces trajectoires, le silence continue de jouer un rôle central. Non plus comme une contrainte, mais comme une protection. Dire moins pour se préserver, montrer moins pour se reconstruire. Le retrait devient une forme de soin. Pour une femme aussi exposée qu'Anne-Sophie Lapix, cette retenue est presque une seconde nature. Elle ne signifie pas l'absence de vérité, mais le refus de la livrer à un espace public qui ne sait pas toujours l'accueillir avec justesse. La résilience, dans les sphères de pouvoir, ne passe pas par des discours inspirants ou des démonstrations de force, elle est souvent fonctionnelle, pragmatique, silencieuse. Elle consiste à réorganiser son quotidien, à redéfinir ses priorités, à réapprendre à respirer hors de la pression constante. Cette reconstruction implique parfois de reconnaître ce qui a été perdu. Une part de spontanéité, une forme d'insouciance, l'illusion que l'amour peut survivre indéfiniment à toutes les contraintes. Mais elle permet aussi de retrouver autre chose, une lucidité nouvelle, une autonomie émotionnelle, une relation plus juste à soi-même. Dans ce processus, il n'y a ni vainqueur ni coupable, seulement des individus qui ont donné beaucoup, parfois trop, à des rôles qui ne laissaient plus assez de place à l'humain. L'un des enjeux majeurs de l'après-enfer est le droit à la dignité. Le droit de ne pas se justifier, le droit de ne pas expliquer, le droit de ne pas transformer une expérience intime en objet de consommation médiatique. Dans une société avide de récits personnels, ce choix peut sembler frustrant, mais il est profondément politique. Il affirme que certaines vérités n'ont pas vocation à être exposées, analysées, commentées, qu'elles appartiennent à ceux qui les ont vécues. Cette dignité silencieuse est souvent mal comprise. Elle est parfois interprétée comme du déni ou de la froideur. Elle est en réalité une forme de maturité émotionnelle. Au-delà des individus, cette trajectoire dit beaucoup de notre époque. Elle révèle une société qui valorise la réussite, l'endurance, la maîtrise, mais qui peine à reconnaître le coût émotionnel de ses exigences. Une société qui admire les couples de pouvoir tout en leur imposant des standards inatteignables. L'histoire d'Anne-Sophie Lapix et d'Arthur Sadoun ne fascine pas parce qu'elle serait exceptionnelle. Elle fascine parce qu'elle est profondément représentative. Elle met en lumière une vérité inconfortable. Même les vies les plus admirées peuvent être traversées par des zones d'ombre, des fatigues invisibles, des renoncements silencieux. Si ces histoires captivent autant, ce n'est pas par voyeurisme, c'est parce qu'elles nous renvoient à nos propres contradictions, à notre propre difficulté à concilier amour et exigence, intimité et performance, sincérité et image. En observant ces trajectoires, le lecteur ne cherche pas à juger, il cherche à comprendre, à se rassurer peut-être, à se dire que la fragilité n'est pas un échec, mais une composante universelle de l'expérience humaine. Ce récit ne se conclut pas par une vérité définitive, il ne tranche pas, il n'accuse pas, il laisse place à l'incertitude, à la nuance, à la complexité. Comme toute histoire humaine digne de ce nom, l'enfer traversé n'est pas une fin, il est une étape. Une épreuve qui transforme, qui marque, mais qui n'annule pas ce qui a existé. Il invite à repenser ce que signifie réussir sa vie, réussir son couple, réussir tout court. Peut-être que la véritable réussite réside là, dans la capacité à se relever sans bruit, à continuer sans se trahir, à reconstruire sans s'exposer.